entend souvent dire qu'il ne faudrait plus faire de business plan quand on entreprend. Ne perdez pas de temps avec un business plan. C'est peut-être valable dans le secteur de la tech avec la démocratisation du concept du Lean Startup, où il est préférable de chercher dans un premier temps à incrémenter son produit au fur et à mesure qu'il pénètre son marché. Mais dans un secteur comme la restauration, brasserie ou plus largement dans une création d'un établissement, c'est juste impossible. On n'est pas dans un secteur qui va amener une innovation de rupture totale, la concurrence est rude, elle est locale, et les investissements en structure sont nécessaires dès le jour 1. La projection d'hypothèse, elle est donc indispensable. D'une part pour se rendre compétent sur ce que l'on cherche à construire, mais également pour séduire ses futurs partenaires. C'est un exercice qui doit vous rassurer et vous aider à prévoir, anticiper et convaincre. Alors si vous tombez sur cette vidéo par hasard, je m'appelle Pierre et je documente sur cette chaîne depuis le jour 1 la création d'une marque de bière et de notre premier restaurant Brewpub dans la région lyonnaise. On vient de passer cette étape de la réalisation d'une première version d'un BP qui nous satisfait et on a donc décidé d'en profiter pour en faire une vidéo dédiée sur le sujet. Alors l'objectif il est triple. Toujours dans notre volonté de documenter notre aventure, on pense que c'est important de partager les détails de cette étape et donc à un moment ça passe par communiquer des chiffres. Ensuite, pour les personnes qui débuteraient cet exercice et qui n'auraient pas vraiment de notion financière et qui seraient un peu perdues, l'idée pour nous c'est aussi de tenter d'apporter de la valeur en essayant de donner quelques conseils pour que cet exercice soit un plaisir. Et enfin, c'est évident qu'un BP c'est quelque chose de vivant et on pense que ce sera intéressant de partager ici, d'ici quelques mois on l'espère, un constat entre la différence des chiffres projetés qu'on va évoquer aujourd'hui et la réalité. Allez, c'est parti. Alors je ne vais pas passer du temps à vous expliquer ce qu'est un business plan formel. J'imagine qu'il y a déjà plein de vidéos là-dessus, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'un BP ça va se diviser en deux parties. Il y a une partie plus littéraire, c'est tout le storytelling qui raconte l'histoire de votre concept, la problématique, ce que vous cherchez à régler, votre proposition de valeur, l'équipe derrière le projet, etc. Et il y a la deuxième partie, la partie plus financière qui est notre focus aujourd'hui. C'est là que vous posez les hypothèses qui détermineront la viabilité de votre projet. En tant qu'entrepreneur, votre job c'est de construire votre business model, c'est-à-dire expliquer avec des chiffres comment vous allez gagner de l'argent. Et cet exercice, il va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, il va vous falloir évaluer vos sources de revenus et les hypothèses qui les rendent crédibles. Ça, c'est la partie fun. Et dans un deuxième temps, déterminer vos coûts et les hypothèses qui les sous-tendent. Ça, c'est la partie moins fun. Le but étant, vous l'aurez compris, que le petit 1 soit supérieur au petit 2, autrement dit que vos revenus dépassent vos dépenses. Alors commençons avec la définition de vos sources de revenus. Donc ici, on parle donc de chiffre d'affaires prévisionnel sur une année. C'est vraiment la base et c'est la première chose à évaluer car vous ne pourrez pas définir les contours d'une structure de coûts sans savoir combien d'argent vous espérez gagner. Dans le secteur de la restauration et des débits de boissons, voici une liste de questions essentielles à se poser pour définir vos hypothèses. Alors en 1, la capacité d'accueil de votre lieu, c'est le nombre de places pouvant générer un CA. En 2, le nombre de jours d'ouverture par semaine. En 3, le nombre de semaines ou jours de fermeture par an. En 4, votre amplitude horaire, c'est-à-dire est-ce que vous allez assurer un service uniquement le midi, le soir ou les deux. En 5, votre fréquentation quotidienne moyenne. Et en 6, une estimation du ticket moyen que génère un client qui entre dans votre établissement. Alors on a récemment effectué cet exercice et je vais donc partager avec vous toutes nos hypothèses à titre d'exemple, ce qui vous permettra également, si vous le souhaitez, d'effectuer vos propres projections sur le même modèle. Alors on a défini un objectif de capacité d'accueil pour notre lieu de 120 personnes. Alors pourquoi 120 personnes? Parce qu'on envisage de créer un lieu qui ressemblerait à un format Ninkasi, ça parlera plus aux Lyonnais, avec la contrainte d'y placer une véritable microbrasserie de 5 hectolitres, avec un environnement donc compact de production. Donc nos besoins, on doit considérer un espace par place assise d'environ 1,5 m², une cuisine dimensionnée d'environ 40 m², un espace de production de bière d'environ 60 m² et 25% du total pour les dégagements, pour les normes, pour les personnes à mobilité réduite, un peu de stockage, etc. Donc ça nous donne un total d'environ 350 m². Le nombre de jours d'ouverture, on compte partir sur un 5-7 en année 1 avec l'objectif d'évoluer vers un 7-7 si le succès est au rendez-vous. Ce qui permet aussi d'avoir un levier d'augmentation de CA. On prévoit 49 semaines d'ouverture par an, soit un nombre total de jours d'ouverture de 245 la première année, avec une progression les années suivantes. Alors la fréquentation quotidienne moyenne, c'est à ce moment qu'on rentre dans le dur les potes, et il va falloir s'accrocher un peu car c'est tout sauf une science exacte, et il faut vraiment garder en tête qu'on n'a pas d'autre choix que de travailler sur des hypothèses. Il existe plusieurs approches pour évaluer sa fréquentation potentielle, dans sa façon de faire des moyennes, d'extrapoler certaines données, ce qui peut parfois avoir certaines limites. Pour démarrer cet exercice, on est parti sur un niveau de granularité journalier. Donc on a pris un Excel et on a découpé une semaine type d'ouverture en année 1, du mercredi au dimanche. Notre projet c'est d'ouvrir un restaurant mais aussi un brewpub qui serait ouvert le midi et le soir les jours de semaine et également en journée les mercredis, samedis et dimanches. On a ensuite découpé chaque jour heure par heure pour déterminer les hypothèses de fréquentation. On a pour ça attribué sur chaque créneau un pourcentage d'occupation du lieu qu'on estime cohérent et en fonction du moment de la journée. Et qui se base aussi sur des observations de fréquentation d'établissement dans la zone où l'on souhaite s'implanter. Ça nous donne un système d'heures creuses, heures pleines où naturellement les plus
grosses affluences se concentrent au moment des repas, donc entre midi et 14h, et entre 19h et 22h le soir. Ici, on essaye de matérialiser également qu'on aurait une plus forte affluence en fin de semaine, un vendredi soir par exemple, lors d'un happy hour, où on estime par exemple que 30% du lieu serait occupé entre 19h et 20h, ce qui nous fait 36 personnes, plutôt qu'un mercredi à 15h où on estime une occupation à 5%, soit 6 personnes. Une fois qu'on a fait ce travail pour l'ensemble de la semaine, on va alors calculer simplement une moyenne de fréquentation journalière en additionnant le nombre de clients total jour par jour et en le divisant par le nombre de jours d'ouverture par semaine. Donc en l'occurrence pour l'année 1, nous ça donnerait 174 plus 184 plus 192 plus 252 plus 180, que l'on divise par nos 5 jours d'ouverture par semaine, ce qui nous donne 196 personnes qui pousseraient en moyenne la porte de notre établissement par jour. Alors, bien entendu, cette modélisation, elle a ses limites. Si on fait un zoom sur un jour au hasard, on voit que nos créneaux sont donc splittés heure par heure. Et évidemment, on imagine bien que dans la réalité, les clients ne viennent pas tous à 19h pour partir à 20h et laisser la place à d'autres sur le créneau 20, 21h, etc. Donc là, au-delà du client qui rentre et qui sort, il faut plus voir le potentiel de consommation d'un siège occupé. Et l'idée derrière, c'est de dire que si le client reste plus d'une heure, alors un nouveau cycle de consommation redémarre. Ce qui me fait une transition parfaite pour l'estimation du panier moyen. On a donc fait le choix d'établir un cycle de consommation sur une base horaire. Donc la question qu'il fallait se poser, c'est qu'est-ce que consomme une personne lambda sur un midi, un jour de semaine, pendant sa pause déjeuner avant de retourner travailler? Qu'est-ce qu'il est prêt à consommer en heure creuse s'il vient un samedi après-midi, voir un concert ou un match de foot par exemple? Les mêmes questions pour un vendredi ou samedi soir sur un créneau plus festif où on a tous naturellement une consommation un peu plus généreuse. Donc on est parti sur les 4 hypothèses de consommation suivantes. Attention, accrochez-vous. Première hypothèse, à toute heure d'ouverture, c'est une consommation de liquide à 4 €. Donc l'équivalent d'un demi de bière par exemple ou autre boisson, donc par place occupée et par heure. Alors cette hypothèse, elle viendra se cumuler aux 3 hypothèses qui vont suivre. Deuxième hypothèse, heure creuse, donc hors service, donc les mercredis après-midi, les samedis après-midi et les dimanches après-midi. Donc ici, on va considérer une consommation de type snacking à 5 € pour une place occupée sur 2. Et par heure. Donc ça peut être une consommation de type un dessert, une assiette de frites ou une part de pizza par exemple. Hypothèse numéro 3, heure pleine tous les jours le midi, donc on partirait sur un repas fourchette basse, type plat à 14 € par place occupée. Et hypothèse numéro 4, heure pleine le soir, donc un repas fourchette moyenne qui est estimé à environ 20 € par place occupée et par heure. Souvent car il y a une entrée, un dessert en plus, voire même une deuxième conso. Et donc riche de ces scénarios, on a bâti une semaine type de consommation en fonction d'une fréquence estimée jour par jour et heure par heure. On peut alors calculer un ticket moyen pondéré de la fréquentation, c'est-à-dire qu'en comptant les sièges occupés par tranche horaire, on a pu définir une moyenne. Donc sur nos 196 personnes qu'on vient de calculer, 35% viendraient le midi, 25% en journée et 40% viendraient le soir. On associe ça à un panier moyen par tranche horaire, ce qui nous donne un ticket moyen pondéré de la fréquentation à 16,2 €. Et donc maintenant, on dispose de toutes nos variables pour clôturer la première étape en calculant notre CA prévisionnel. On fait donc nombre de jours d'ouverture multiplié par le nombre moyen de clients multiplié par le ticket moyen pondéré et ça nous donne un CA prévisionnel pour notre projet à environ 778 000 €. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, cet exercice a ses propres limites, il ne prend pas en compte notamment la saisonnalité, les spécificités du lieu. Si vous disposez d'une belle terrasse par exemple, il y a de fortes chances qu'il y ait une forte variabilité entre la période automne-hiver et printemps-été, qu'il faudra appréhender notamment pour une bonne gestion de votre trésorerie et votre besoin en fonds de roulement. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Et voilà, on en a fini pour la partie sympa sur les revenus, on peut donc maintenant se plonger dans la partie moins marrante, les coûts. Alors ce qui est pratique avec les coûts, c'est qu'évidemment nous ne sommes pas, et vous ne serez pas non plus les premiers à tenter de monter un resto et un bar rentable. La démarche pour établir ces hypothèses, elle est donc beaucoup plus empirique. Ça permet de définir une structure de coûts et de frais, même si on n'a pas encore passé l'étape du recrutement, de la recherche de local ou du sourcing de ces produits. On sait déjà qu'il y a des seuils qui font consensus et qu'il ne faut pas dépasser pour ne pas se retrouver sur une pente dangereuse. Alors bien qu'on puisse étudier les coûts dans leur valeur absolue, il est plus facile lorsque vous faites un BP de les exprimer en pourcentage du CA à ne pas dépasser. Alors le plus simple, c'est de partir donc de votre CA prévisionnel, celui qu'on vient de calculer, et de cascader vos coûts selon une démarche comptable qu'on va appeler le compte de résultat prévisionnel. Alors coût numéro 1, le food cost. C'est le poste le plus important, celui qui va nécessiter la plus grande attention de votre part. C'est aussi ce qu'on va appeler le coût matière ou le coût des marchandises vendues, mais c'est un peu moins stylé. Donc là aussi, ces coûts, il va falloir les nuancer en fonction du type d'établissement. Si vous faites du fast-food ou du gastro, mais grosso modo, vous devez vous situer aux alentours des 30% de votre CA.
Ceci vous donne donc votre objectif de marge brute, donc 100 moins 30 égale 70%. Sachant que bien entendu, ce food cost de 30%, on parle d'une moyenne. Bien évidemment que si vous êtes un steakhouse qui vend principalement de la viande maturée, votre food cost sera bien plus élevé et que vous devrez donc trouver d'autres produits à vendre pour marger beaucoup plus afin de tendre vers ces fameux 30%. Spoiler, avec les boissons et les desserts. D'ailleurs, la bière, c'est un parfait exemple. On a envie de proposer, nous, de la food de bonne qualité, donc on a envie de travailler avec des producteurs locaux, ce qui devrait nous faire amener à un food cost plutôt en haut de la fourchette. Mais sur une bière qu'on produira sur place et qu'on servira directement de la cuve au verre, alors en plus d'avoir un produit de super qualité et servi dans les meilleures conditions possibles, eh bien les marges seront super intéressantes. Une bière qu'on va produire, je ne sais pas, disons pour 1 euro le litre et qu'on vendrait peut-être 7 euros la pinte, donc un demi-litre, donc ça fait 14 euros le litre, ça nous amène à un taux de marge brute de 90%, ce qui permettrait mécaniquement de compenser la partie food la plus onéreuse. Alors j'attire rapidement votre attention sur les calculs. On parle d'une marge brute lorsqu'elle est exprimée en valeur absolue, donc en euros, et d'un taux de marge brute quand on l'exprime en pourcentage. Et donc pour la calculer, on fait la différence entre le prix de vente et le coût d'achat, ça vous donne votre marge brute, et on divise le tout par le prix de vente, qu'on vient ensuite multiplier par 100, et donc ça exprime la marge par rapport à un prix de vente. Coût numéro 2, les charges d'exploitation. Alors les charges d'exploitation, ce sont les coûts liés à la gestion de l'établissement au quotidien. Donc la plus importante de toutes, la masse salariale. Ce sont tous les salaires plus les charges dites patronales qu'il vous faudra assumer pour faire tourner votre établissement. Donc ça va de votre chef, personnel de cuisine, serveur, barman, mais ça inclut aussi pour les structures plus grandes ou les groupes de restaurants, toutes les personnes sur des fonctions support internalisées comme le marketing, la communication, la comptabilité, etc. Donc là aussi, l'industrie s'accorde pour dire que votre masse salariale devra se situer autour de 35% de votre CA et ne pas dépasser les 40%. Alors en fonction de votre concept, vous allez pouvoir aussi optimiser ces coûts. Est-ce que votre concept se prête à un service au comptoir pour des restos urbains type fast casual? Est-ce que c'est au contraire une version très traditionnelle du service avec un chef de rang qui prend les commandes, un runner qui va amener et débarrasser les plats? Ou alors est-ce qu'on peut trouver un setup hybride? Ce sont des questions qu'il faut aujourd'hui vraiment se poser pour optimiser et nous on est d'ailleurs en plein dedans. Donc si on revient pour l'exemple sur notre projet, nous à date on a une projection de masse salariale à 39%, donc parce qu'on a la volonté de se rémunérer un peu dès l'année 1 et d'avoir un niveau correct de rémunération pour les personnes qu'on va embaucher. Donc avec notre CA prévisionnel de 770 000 €, ça nous laisserait une enveloppe pour bâtir une petite équipe de 6 ETP, donc équivalent temps plein, en plus de nous. Alors il est coutume d'ailleurs de cumuler la masse salariale avec le food cost, donc c'est les deux principales charges, pour en faire un indicateur à part entière qu'on appelle le prime cost, et qui doit logiquement se situer aux alentours des 65% de votre CA. Deuxième charge d'exploitation importante, le loyer. Notion assez familière, pas besoin de passer énormément de temps dessus. Ce sont les sommes que vous verserez à un bailleur, qui peut d'ailleurs être vous-même si vous possédez les murs de votre établissement. Alors en termes de part à allouer à votre loyer, il est fortement conseillé de viser un loyer max compris entre 8 à 10% de votre CA. Pour vous donner un ordre d'idée, nous sur notre projet, et toujours par rapport à notre prévisionnel, ça nous laisserait la place pour un loyer qui serait compris entre 60 000 à 75 000 € à l'année, donc grossièrement entre 5 000 à 6 000 € par mois, charges comprises. Et enfin, troisième composante de vos charges d'exploitation, ce sont vos charges dites externes. Donc là, il faut voir les charges externes comme une liste d'une multitude de petits postes de coûts, mais qu'il faut absolument anticiper et prévoir un maximum pour ne pas se laisser déborder par la suite. Alors c'est ici qu'on va retrouver par exemple les coûts d'assurance, d'internet, d'abonnement divers, logiciel de caisse, carburant, transport, crédit bail, eau, énergie, gaz, électricité, mutuelle, consommables divers, entretien, comptable, avocat, marketing, frais bancaires, TPE. Bref, tout ça, ça chiffre très vite et il faut rester dans un seuil selon les pratiques de marché compris entre 10 à 15% maximum de votre CA. Alors, on récapitule tout les amis. À ce stade, vous avez calculé votre CA prévisionnel, auquel vous avez retranché votre food cost. Ça vous donne votre marge brute. Vous y retranchez ensuite vos charges d'exploitation, qui sont composées de votre masse salariale, votre loyer et vos charges externes. Et vous obtiendrez votre fameux EBITDA, Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Alors l'EBITDA, c'est votre indicateur clé en analyse financière de ce que gagne votre entreprise avec son activité principale. Donc sans tenir compte des intérêts à payer si vous avez souscrit à de la dette, à votre imposition ou à l'amortissement de votre matériel. Donc en gros, c'est un très bon indicateur de la rentabilité de votre cœur de métier. Et donc là les potes, il faut dans la mesure du possible ne pas être en dessous des 10% d'EBITDA et idéalement aller chercher les 15%.
Et enfin, dernier poste, si vous voulez pousser jusqu'à la projection de votre résultat final, il vous faudra encore retrancher de votre montant d'EBITDA les charges dites financières qui sont composées de vos amortissements, les différentes taxes que je ne vais pas détailler aujourd'hui et de vos intérêts d'emprunt. Alors important ici, quand on parle de charges financières et d'intérêts d'emprunt, on parle vraiment uniquement des intérêts d'emprunt auxquels vous avez souscrit, mais en aucun cas du remboursement du principal que vous ne devez pas inclure comme une charge à votre compte de résultat prévisionnel. Il s'agit d'un mouvement de trésorerie qui affecte le bilan et non les résultats de l'entreprise. Les remboursements du principal de votre prêt, ils sont comptabilisés dans le tableau de flux de trésorerie et dans le bilan comme une réduction des dettes. J'aborderai pourquoi pas ces éléments dans une prochaine vidéo. Bref, une fois ces derniers retranchements faits, vous obtenez votre résultat courant avant impôt, auquel vous viendrez encore payer donc un impôt sur les bénéfices de 25% et vous obtiendrez votre résultat net, le sésame, votre cash. Voilà les amis, j'espère que cette tentative de vulgarisation de comment faire son BP financier pour un business de restauration bar vous aura plu et pourra vous servir et vous faire peut-être gagner du temps si vous commencez cet exercice. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas non plus à écrire un petit commentaire, ça sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo dans son intégralité et je vous dis à très bientôt pour la seconde partie où on abordera le financement. C'était Pierre, ciao ciao.